Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, le mondial américain et d'énormes regrets pour l'Égypte, éliminé sur le fil après sa défaite en huitième de finale contre l'Argentine 3-2, alors que les Pharaons menaient 2-0 jusqu'à la 79e minute. Pour revenir sur ce match avec nous, Olivier Piani, journaliste de la rédaction sport de France 24. La barre des 500 décès liés au virus Ebola a été franchie. L'épidémie déclarée le 15 mai dernier continue de se propager dans l'est du pays et principalement dans la province de l'Ituri où 24 zones de santé sur 36 sont affectées. La correspondance à Kinshasa en début d'édition. Enfin, l'Afrique a-t-elle renié ses propres fondements? C'est la question que pose Mujib Jinadou dans l'Afrique renégate. Cet ancien haut fonctionnaire de l'ONU sur le continent se livre sans concession sur les blocages d'un continent qui peine à se réinventer. Je le disais en titre, l'Égypte va longtemps faire des cauchemars de cette incroyable défaite contre l'Argentine 3-2 en huitième de finale du mondial américain. Les coéquipiers de Mohamed Salah menaient pourtant 2-0 jusqu'à la 79e minute, notamment grâce à un énorme match de leur gardien Chaubert. Mais les Pharaons ont craqué, encaissé 3 buts en 13 minutes. Olivier Fiani, bonsoir. Bonsoir Kalidou. Vous êtes journaliste à la rédaction sport de France 24, merci d'être avec nous. Olivier, si on doit retenir un mot de cette défaite cruelle des Égyptiens, est-ce que ce ne serait pas le mot regret? Si, bien entendu, il y a beaucoup de regrets. Les Égyptiens étaient tout proches de participer au quart de finale pour la première fois de leur histoire. Bien entendu, cette année, c'était assez particulier pour les Égyptiens pendant la Coupe du Monde. Pour la première fois, ils arrivent à gagner un match. Ils avaient battu la Nouvelle-Zélande dans un premier temps, puis également l'Australie. Première qualification également pour le deuxième tour. L'Égypte y croyait. Avec Mohamed Salah, qui n'a jamais été aussi bon en phase finale de la Coupe du Monde, ils ont mené, comme vous avez dit, 2-0 jusqu'à la 79e minute. Ils auraient pu peut-être même mener 3-0. Il y a eu un but également qui avait été marqué dans un premier temps à la 58e minute, qui a été annulé par l'arbitre français qui fait polémique. Mais il y avait faute. Sincèrement, il y avait faute d'un Égyptien qui avait marché sur le pied d'un Argentin. En tout cas, les Égyptiens ont mené 2-0 et puis à la fin, les Argentins ont pu gagner en marquant 3 buts en 14 minutes. C'était exceptionnel, cette solidité argentine extraordinaire. Je ne pense pas que les Égyptiens ont craqué. Par contre, les Argentins étaient très forts. Les Égyptiens étaient tout proches de se qualifier. C'est le deuxième pays africain à se qualifier pour les quarts de finale. Et du coup, Olivier, comme vous le dites, avec cette élimination de l'Égypte, tous les espoirs africains se reposent désormais sur le Maroc qui affronte la France ce jeudi. Ce jeudi, effectivement, France-Maroc à Boston. Les Marocains sont des habitués. Maintenant, des phases finales de la Coupe du Monde, ils avaient fait demi-finale il y a 4 ans au Qatar. Ils avaient atteint la demi-finale. Ils avaient été battus par la France. Ouais. La France, effectivement. C'est une revanche. C'est vrai. En demi-finale, avant de perdre également le match de classement pour la 3e place devant la Croatie. Le Maroc a depuis réalisé de très bons résultats lors de la dernière CAN, chez eux également, avec une finale contre le Sénégal. Et puis ce Maroc a changé d'entraîneur, avec un nouvel entraîneur, Wahabi, qui apparemment également a des options tactiques différentes de son prédécesseur Regragui. Une équipe du Maroc qui croit également à fond, qui pense pouvoir battre n'importe quelle équipe. Bon, on le verra et on suivra ça sur France 24, bien sûr. Merci beaucoup, entendu. Olivier. Merci d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur l'Égypte et également sur le Maroc. Merci, Olivier. Merci. Je le disais, autre titre de ce journal, 506 décès et 1561 cas confirmés d'Ebola. Ce sont les derniers chiffres des autorités congolaises et de l'OMS. L'épidémie continue de se propager dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et de l'Ituri, dans 24 zones de santé sur 36 qui sont infectées. Je rappelle que cette épidémie est causée par le virus Bundibugyo, pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement. La correspondance d'Aurélie Bazara à Kinshasa. L'épidémie d'Ebola continue de s'étendre dans la province de l'Ituri, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'Ituri, qui est l'épicentre de l'épidémie, 24 zones de santé sont affectées sur 36. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont également touchées. Il est encore extrêmement difficile d'avoir une idée de l'ampleur de l'épidémie selon les humanitaires sur place. Les chiffres communiqués par les autorités congolaises recensent uniquement les cas testés positifs
positifs au virus. Or, certaines personnes continuent de mourir hors des centres de santé dans leur communauté. Alors, la riposte s'améliore, mais selon les humanitaires, elle reste insuffisante face à l'ampleur de l'épidémie. L'un des enjeux principaux reste le suivi des cas contacts. 80% des cas contacts sont suivis, mais les autorités le disent, sur le terrain, le suivi reste un défi. Les conflits sont nombreux dans la région et donc la zone fait face à des mouvements de population importants. Les épidémiologistes estiment qu'il faudrait un taux de suivi d'au moins 90% pour freiner la progression de cette nouvelle épidémie d'Ebola. L'Afrique a du potentiel, on l'entend depuis des décennies, mais le potentiel sans vision, c'est une promesse sans lendemain. C'est le point de départ de l'Afrique renégate, le livre de mon invité, Mudjib Jinadou, un ouvrage qui dérange, qui interroge et qui appelle l'Afrique à construire ses propres rails. Mudjib Jinadou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous avez passé plus de 20 ans à l'ONU, au cœur des mécanismes censés aider l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a finalement convaincu que ces institutions faisaient partie du problème ? Bon, partie du problème, sans doute un peu. Je crois qu'on exagère en général parce qu'on traverse un moment de défiance des institutions dans un aspect global, mondial. Mais c'est vrai que, sans doute parce que l'Afrique ne s'est pas affirmée de façon authentique, voilà, on est dans le flot, on est dans le courant de ces institutions qui ont été créées il y a bien longtemps, 80 ans, qui sont sans doute un peu obsolètes, quoique en ce qui concerne l'ONU, où j'ai servi longtemps, reste indispensable. Le fait, la question de l'invisibilité de l'Afrique, c'est sans doute parce que l'Afrique elle-même ne s'est pas affirmée suffisamment. Et d'ailleurs, ça aurait dû être ma première question. Pourquoi avoir écrit cet essai maintenant, vous qui considérez que l'Afrique se trouve à un tournant, qu'il y a une crise de gouvernance ? Oui, il faut se réapproprier ce qu'on est. Moi, je crois fortement que l'un des problèmes principaux, c'est que les Africains n'ont pas, disons même après les indépendances politiques, n'ont pas pris à bras le corps leur réalité. On voit bien aujourd'hui à travers le monde que les pays, les nations, les cultures qui progressent sont celles qui partent de leur tradition pour l'élever. Chacun a pu moderniser ses traditions. En Afrique, nous utilisons les modernités des autres. Il est encore temps, en tout cas, il est absolument utile et indispensable de comprendre ce que nous sommes. Moi, mon slogan, si je puis dire, c'est que les Africains ont davantage besoin de comprendre l'Afrique que de connaître le monde. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. La question de la gouvernance est un détail important par rapport à ce qui est peut-être un refus de s'accepter de ce qu'on... Si j'ai bien compris, dans ce livre, vous prenez pour la réappropriation culturelle. Absolument. Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement au Sahel, avec les militaires qui ont pris le pouvoir, on peut contester ou non, mais les militaires sont dans un récit national réinventé ou du moins réapproprié. Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement ? Oui, sans doute un peu. Mais je crois que ce qui est important, c'est le résultat de ce qu'on fait. Moi, sincèrement, vous avez parlé de réappropriation culturelle. Moi, je parle de culturelle et intellectuelle surtout. Pour pouvoir poser des bases de ce qui nous ressemble et pour qu'on puisse aller de l'avant. Moi, je ne renverse pas la table, je ne rue pas dans les brancards. Je demande simplement qu'on essaie de connaître un peu mieux ce que nous étions, pour pouvoir tout simplement moderniser ce que nous sommes. Or, l'école, qui devrait être le creuset, qui nous mène vers une appropriation, je crois que c'est une réappropriation, je crois que c'est le mot fétiche de notre conversation, au contraire, nous éloigne de ce que nous sommes. Et je crois que c'est là que nos gouvernants devraient mettre un accent singulier sur le fait que l'école puisse être, l'éducation, en tout cas le système d'éducation, puisse être un creuset, un tremplin pour nous faire devenir des Africains, tout simplement. Et vous dites que le plus grand mal de l'Afrique est l'amnésie. Et comment guérit-on d'une amnésie collective ? Mais déjà, si on est d'accord, qu'on a un problème, c'est déjà le début de la guérison. Moi, j'ai un fautif tout trouvé, un coupable tout trouvé, c'est l'école. Je suis sûr que vous et moi, puisque vous êtes africains, je crois, vous et moi avons entendu depuis que nous sommes enfants qu'il nous faut changer de mentalité pour avancer. Mais on n'a jamais pu mettre le contour ou alors le périmètre ou alors le contenu de ce changement de mentalité. Je crois qu'il faut que l'enfant africain, avant qu'il devienne adulte, comprenne qu'il est héritier et dépositaire de traditions et de cultures très fortes qui ont en leur temps
dans l'époque précoloniale, était très structuré. Ce n'était pas un chaos coutumier, ce n'était pas de l'improvisation, c'était très structuré, c'était très organisé. Il y a des royaumes, des empires ou des États africains qui ont tenu plus longtemps dans le temps que les États européens. Bon, l'histoire a fait que, les contraintes historiques ont fait que tout ça, ça s'est un peu désarticulé, mais il faut au moins qu'on sache ce que nous étions. Je crois que c'est le point de départ absolument essentiel, et je crois que c'est là que nous avons un déficit qu'il faudrait résorber un moment ou un autre. Mais du coup, l'Afrique n'est pas un ensemble homogène, il y a 54 Absolument. États. Est-ce que ce que vous dénoncez dans votre livre s'applique à tout le continent, ou est-ce qu'il y a des régions ou des pays qui s'en sortent mieux que les autres, qui sont moins critiques que les autres? Alors, avant de répondre à votre excellente question, je veux d'abord dire qu'il faut qu'on écarte un simplisme. L'Afrique précoloniale n'était pas un monde idéal, c'est clair. Hein, c'est une société humaine avec toutes les imperfections. Maintenant, sur l'Afrique, évidemment, n'est pas homogène. Elle est même plutôt hétérogène, que ce soit dans l'Antiquité ou maintenant. Vous savez, le panafricanisme dont on parle, avant les grandes découvertes, les grandes explorations et les grands malheurs qui se sont abattus sur l'Afrique, mais l'Afrique n'était pas panafricaniste. Chacun était dans son coin. C'est dans les cales des bateaux que les gens se sont découverts un destin commun, dans les cales des bateaux négriers. Donc l'Afrique est hétérogène. Il se trouve que les problèmes, les difficultés sont largement... La dette, par exemple, qui étrangle les pays africains, étrangle tous les pays africains. Donc c'est déjà un point de départ pour pouvoir travailler ensemble, d'une certaine façon. Et votre livre, à qui s'adresse-t-il? Aux gouvernants? Aux populations? Moi, je veux que ce livre soit lu par la majorité d'Africains et de non-Africains. La diaspora aussi est intéressée. Le livre s'adresse aux chercheurs, aux académiques, aux étudiants. Et si les gouvernants ont le temps de lire, ce serait absolument très intéressant. Mais je crois que les 10 chapitres de ce livre, parce que c'est un peu condensé, hein, j'ai pris le temps. Parce que ça se lit très vite, hein, très facilement. Absolument. Personnellement, je pense qu'il n'est plus utile aujourd'hui, à l'ère de la technologie, d'écrire des livres de 300 pages. Donc j'ai condensé ces chapitres-là. Et je crois que chacun de ces chapitres donne matière à débat. Et donc je crois que si dans les universités, ce débat peut commencer, eh bien, ça peut nourrir les prises de décision, à mon avis. Et dernière question, le titre, c'est l'Afrique renégate. Renégate par rapport à quoi exactement? Le renégat, de façon en vocabulaire simple, c'est celui qui a renié ses valeurs, renié sa culture, renié ses habitudes, pour embrasser, et dans notre cas, presque exclusivement, exhaustivement, les valeurs, la nature, les habitudes d'autrui. Et l'appel, c'est que... Parce que le sous-titre du livre, je crois que c'est bien de le rappeler. Il suffira d'être africain. Voilà, il suffira d'assumer ce que nous sommes et de l'améliorer surtout. De l'améliorer, de le mettre au goût du jour, de faire en sorte que, dans le concert des nations, nous apportions une plus-value. La plus-value africaine, qui ne soit pas une plus-value honteuse ou complexée, mais une plus-value absolument... Parce que moi, je prétends que le monde, vous savez, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'époque, c'est une époque absolument dantesque, où la violence est devenue la fonction même du pouvoir. Je prétends que le monde s'égare parce que le monde manque d'Afrique. Si l'Afrique vient avec ses valeurs, ça pourra servir à unifier, en tout cas à harmoniser notre monde. En tout cas, le message a bien été passé. Merci beaucoup, Mojib Dinadou. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur France 24, car l'information continue.